Moi, je travaille dans ce domaine-là depuis une trentaine d'années, mais les mathématiques, on va dire, ont commencé à intervenir discrètement dans le domaine de l'oncologie, hein, à propos de ce qu'on appelle la pharmacocinétique, c'est-à-dire l'évolution des médicaments au niveau sanguin, les concentrations, pour essayer un petit peu de prévoir ce qui allait se passer. Et puis au fil du temps, plus l'oncologie a progressé, plus l'information est devenue dense au niveau de la biologie, c'est-à-dire que les biologistes apportent énormément d'informations sur la façon dont un cancer évolue au cours du temps, sa façon de se produire, ce qu'on appelle la cancérogénèse. Et on comprend de mieux en mieux la maladie grâce à ces nouvelles informations, mais qui vont crescendo. La physique elle-même apporte beaucoup d'informations aux médecins, que ce soit l'imagerie médicale, le scanner, les IRM, etc. Donc ça fait que sur la table du médecin qui doit traiter le patient, il arrive énormément d'informations, et ça devient de plus en plus difficile de fédérer toute cette information pour soigner au mieux les patients. Donc l'idée, c'est d'introduire l'outil mathématique, qui est un outil de choix pour essayer d'apporter une façon algorithmique de considérer les choses. Typiquement, si vous imaginez deux individus, deux personnes à qui on administre un médicament, pour parler de manière simple, même si on injecte la même dose, on la perfuse à la même durée de perfusion, eh bien, on va avoir des concentrations dans le sang qui vont être différentes, tout simplement parce que les personnes ont un métabolisme différent. Donc si vous traitez deux personnes de la même manière, vous pouvez avoir déjà, rien qu'au niveau des concentrations, un comportement tout à fait différent. Donc par là même, l'effet sur la maladie va aussi être, ou peut être différent, puisque les concentrations sont différentes. Donc l'idée, c'est d'utiliser l'outil mathématique pour personnaliser les choses, et pour apporter des informations au médecin qui lui permettent de traiter les gens de manière le plus individuellement possible. Voilà. Donc ça c'est un exemple simple, évidemment ça va au-delà de ça, puisque il n'y a pas un seul cancer du sein, il y a plusieurs cancers du sein, il y a plusieurs cancers du poumon, c'est ça grâce à la biologie. Donc il y a une complexité qui s'est accrue, à la fois au niveau de la compréhension de la maladie elle-même, du choix des molécules qu'on va faire pour deux cancers du poumon qui ont l'air les mêmes, en fonction de l'information apportée par la biologie sur le fait que tel cancer du poumon aura tel récepteur, et tel cancer du poumon n'aura pas ce récepteur, le médecin ne va pas choisir la même molécule. Mais quand bien même il aura choisi la molécule, il va se retrouver le problème de savoir comment administrer la molécule. Oui, donc il y a le choix de la molécule, il y a la caractérisation de la maladie, le choix de la molécule, ensuite il y a le métabolisme de la personne, et ensuite il y a les rythmes d'administration, les doses administrées, et puis au-delà de ça, prévoir les effets toxiques, prévoir les résistances au traitement. Donc toute cette complexité, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, fait que mettre de la modélisation mathématique peut apporter, peut trouver un chemin dans le brouillard, du traitement des patients. Voilà. Alors les pistes sont, je crois que les plus parlantes, c'est l'imagerie médicale, puisque l'imagerie médicale, les progrès de l'imagerie médicale, ne serait-ce que le scanner, sont intimement liés au progrès des mathématiques, hein, pour arriver à avoir, on va dire, entre guillemets, à mieux voir, parce que c'est pas direct. Les images d'un scanner, par exemple, ce sont des images calculées par un ordinateur via des algorithmes mathématiques. Donc ce que voit le radiologue, c'est pas une photographie, ce sont des images. Donc plus on veut détecter des tumeurs qui sont petites, plus on a besoin de développer des mathématiques sophistiquées. Là c'est les premiers pas, on va dire, les plus voyants, les plus visuels des progrès des mathématiques liés à la détection, par exemple. Mais au-delà de ça, dans les traitements, c'est très important, ça augmente tous les jours, on va dire, c'est d'arriver à créer des algorithmes, comme je disais tout à l'heure, qui permettent de traiter, d'individualiser les posologies et l'adaptation des posologies pour chaque individu, de manière à avoir le meilleur effet, donc l'effet thérapeutique, le meilleur effet sur la tumeur cancéreuse, à définir par le médecin. Ça peut être de stabiliser une tumeur, ça peut être de la détruire, etc. Donc le meilleur effet sur l'aspect des cellules cancéreuses, tout en ayant une conservation au niveau des toxicités. C'est-à-dire que si les toxicités sont trop accrues, même si le traitement est efficace, même s'il pouvait être efficace, eh bien, il perd toute son efficacité dans la mesure où on est obligé d'interrompre le traitement par rapport à des toxicités qui sont trop aiguës, qui peuvent être des toxicités au niveau de certaines cellules sanguines qu'on appelle neutrophiles, qui fait que si les personnes ont des neutrophiles trop bas, on est obligé d'interrompre le traitement, et là c'est très péjoratif pour la maladie, parce que la maladie reprend le dessus, peut favoriser l'apparition de résistance au traitement, etc. Et voire même dans ces périodes de neutropénie, comme on dit, où les neutrophiles sont très bas,
la personne peut avoir des infections très graves et même parfois peuvent être mortelles. Voilà. Donc le modèle mathématique permet de guider le clinicien dans deux voies principales. Une, c'est d'arriver à optimiser l'efficacité, mais en minimisant les effets toxiques qui peuvent être très graves. Voilà. Et donc dans cette voie-là, il y a des pas significatifs qui ont été faits. J'ai moi-même participé à une étude dans le cancer du sein métastatique, où le modèle mathématique pilote l'administration de chimiothérapie de manière à minimiser les toxicités. Et c'est une étude qui a marqué un petit peu une date, puisqu'elle a montré qu'un modèle mathématique était apte à montrer un chemin qui n'était pas, qu'on ne pouvait pas trouver de manière intuitive. Oui, alors aujourd'hui, donc, le colloque qui se déroule actuellement en est l'illustration. Ça ne se limite pas aux médicaments. Bien sûr, la thérapie, c'est quand la chirurgie n'est pas possible, ou quand elle n'est pas, quand le traitement ne se réduit pas à soit à la chirurgie, soit que la chirurgie n'est pas possible, parce que la maladie est disséminée, comme on dit, il n'y a plus que le traitement médicamenteux. Éventuellement la radiothérapie. Et donc il est clair que la thérapie occupe beaucoup la collaboration entre mathématiciens et oncologues. Mais sans chercher ça, non, les mathématiques interviennent bien sûr dans la biologie du cancer elle-même, c'est-à-dire, c'est plus dans la cancérologie clinique, je vais dire, c'est-à-dire pour traiter les patients, mais c'est plutôt au niveau qui vient un petit peu avant, c'est-à-dire la compréhension des phénomènes d'évolution du cancer, à la fois quand il se produit, et puis tout au cours du temps, la cellule cancéreuse va muter et va produire des nouveaux on va dire, phénomènes qui vont lui permettre de survivre et d'échapper d'échapper au traitement, etc. Et donc, dans toute cette cancérogénèse, toute cette vie du cancer, cette histoire naturelle du cancer, évidemment, les modèles d'évolution des tumeurs et des récepteurs, etc., les mathématiques jouent un rôle important. C'est plus théorique, mais c'est dans la compréhension. Alors, hormis l'aspect, on va dire, biologie et l'aspect purement clinique au niveau des traitements, c'est-à-dire de toutes les chimiothérapies au sens général. Chimiothérapie, c'est un terme ancien, que tout le monde entend chimiothérapie par chimiothérapie, les premières, c'est-à-dire celles qui détruisaient la cellule cancéreuse. Une chimiothérapie, c'est simplement une thérapie à base de chimie, on va dire. De manière très simplifiée, ça veut dire tout est chimiothérapie. Un cachet d'aspirine, c'est de la chimiothérapie. Donc quand on dit chimiothérapie, il faut l'entendre par tout traitement confondu. Tout traitement. Alors ça va de ce qui détruit la cellule cancéreuse à ce qui va être capable de la bloquer. L'hormonothérapie, par exemple, c'est une chimiothérapie, mais simplement, ça n'a pas pour but de détruire la cellule, c'est de bloquer une cellule cancéreuse, faute de la détruire, si on a des récepteurs hormonaux adaptés, pour au moins la contenir. Voilà. Il y a d'autres thérapies qu'on appelle thérapies ciblées, et aujourd'hui il y a ce qu'on appelle les immunothérapies qui apparaissent, c'est-à-dire essayer de booster notre propre système immunitaire pour qu'il se retourne contre la cellule cancéreuse. Donc tout ça, ce sont des chimiothérapies au sens général. Et donc ça, c'est la panoplie entière que les médecins doivent manipuler pour soigner un cancer, sachant que, hélas, aujourd'hui, une thérapie n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire que l'immunothérapie ne détrône pas la chimiothérapie ancienne. C'est ça qui est regrettable, mais c'est comme les thérapies ciblées n'ont pas détrôné la chimiothérapie. Donc il va falloir fédérer l'ensemble avec la radiothérapie et la chirurgie pour arriver à soigner les gens. Alors tout ça, évidemment, ça utilise abondamment la modélisation, trouve sa place naturelle là-dedans, la modélisation mathématique. Mais au-delà de ça, vous pouvez aussi avoir, dans l'aspect, on va dire, suivi d'une maladie, par exemple, vous avez des biomarqueurs qui sont, on va dire, des sécrétions par les cellules cancéreuses, des entités biologiques sécrétées comme par exemple le PSA, ce qu'on appelle le PSA, Prostatic Specific Antigen. C'est donc un antigène sécrété par la prostate. Et les tumeurs cancéreuses sécrètent plus de PSA. Donc l'augmentation de PSA peut induire le médecin vers l'existence d'un cancer, ou quand la personne est soignée, si le PSA continue de croître, on peut imaginer que la thérapie n'est pas efficace. Donc c'est un marqueur pour les médecins qui, à la fois au niveau du diagnostic, c'est un des rares pour le diagnostic, le PSA, et aussi pour le suivi thérapeutique. Ceci étant, quand on voit des augmentations de taux de PSA, chez quelqu'un dont on ne sait pas s'il a un cancer, par exemple, c'est pas évident que ce soit dû à un cancer.
Donc ça peut être aussi une prostate qui grossit de manière anormale, ce qu'on appelle une hypertrophie bénigne de la prostate. Donc un urologue face à un patient, par exemple, qui a un taux de PSA qui monte régulièrement, peut se poser la question, est-ce que je suis en face d'une hypertrophie bénigne de la prostate, ce qui est un peu le cas de beaucoup d'hommes après 50 ans, ou est-ce qu'il y a une tumeur naissante? Et c'est pas facile de le voir rien qu'avec le taux de PSA. Donc il y a des examens complémentaires qui peuvent être très compliqués, comme des biopsies, etc. Et c'est assez traumatisant, ça coûte cher à la sécurité sociale, et en plus ça peut créer des traumatismes, etc. Donc l'idée, par exemple, le modèle mathématique, qui revisite la croissance de PSA, donc en mettant ça sous forme d'équation différentielle, on peut essayer de voir si on trouve un moyen mathématique de discerner, rien qu'en voyant l'augmentation des points au cours du temps, si on peut avoir des critères qui permettraient de dire on est plus vers un cancer que vers une hypertrophie bénigne de la prostate. Oui. Donc même à ce niveau-là, au niveau de diagnostic, en revisitant l'information fournie par la biologie, on a un impact. Oui. Donc l'impact, je disais diagnostic, bon, il y a la thérapeutique, et puis il y a le suivi. C'est très important, parce que si vous avez une thérapie, si elle ne fonctionne pas, l'important c'est de le savoir le plus vite possible. Et là aussi, vous avez une information. Donc à la fois sur l'efficacité d'une thérapie, et sur les réfractaires, les thérapies qui ne vont pas avoir d'effet ou qui vont avoir un effet limité dans le temps, c'est important de les détecter pour pouvoir se retourner vers une thérapie le plus vite possible. J'en terminerai sur l'utilisation des mathématiques. Il y a des mathématiciens aussi qui travaillent avec les généticiens pour détecter des gènes dits oncogènes. Par exemple, c'est pas si facile que ça de trouver un gène qui est à l'origine d'un cancer. Par exemple, les plus connus, c'est les gènes BRCA1, BRCA2, qui sont les gènes impliqués dans le cancer du sein chez la femme. Donc eh bien, ces gènes-là ont été découverts en collaboration entre mathématiciens et généticiens. C'était pas facile à trouver, comme me dit un mathématicien qui est un petit peu à l'origine de ça, et qui s'appelle Bernard Point, c'est comme chercher une faute d'orthographe, une faute de frappe sur un texte de 2000 pages. C'est pas si facile que ça, trouver une faute de... Et donc les mathématiques ont permis, c'est ce qu'on appelle des chaînes de Markov cachées, ont permis de ramener la recherche sur un texte de 60 pages. Et c'est comme ça qu'on a découvert ces deux premiers gènes impliqués dans le cancer du sein. Il doit y en avoir d'autres, mais à l'heure actuelle, on en connaît deux. N'ont pas été trouvés uniquement par des techniques de biologie, de séquençage, etc. On a dû avoir une collaboration entre mathématiciens et biologistes pour arriver à détecter ces gènes-là. Donc dans ce champ des mathématiques, dans ce champ de la biologie aussi, interviennent beaucoup de mathématiques. Donc là, c'est encore un autre domaine. Voilà, donc j'ai parlé à peu près des domaines principaux, mais je pense que dans n'importe quel domaine de la cancérologie à l'heure actuelle, l'outil mathématique peut être d'un apport extraordinaire, et j'ajouterai que ce n'est pas limité à la cancérologie. Je pense que c'est toute la médecine, et surtout dans la pharmacologie, qui peut bénéficier de l'outil mathématique, que ce soit en infectiologie, qui est un problème majeur, puisque traiter pareil avec moins d'antibiotiques, puisque si vous traitez avec beaucoup d'antibiotiques, vous surtraitez et vous risquez de... D'ailleurs, c'est ce qui se passe malheureusement, c'est le développement de bactéries résistantes, etc. Que ce soit dans les parasites, comme on utilise des mathématiques pour traiter le paludisme, par exemple. Les traitements du paludisme ne sont pas au point, donc il y a aussi des modèles mathématiques utilisés dans le paludisme. Et dans les pathologies dites neurodégénératives, dans lesquelles on connaît beaucoup moins de choses que sur le cancer, que ce soit la plus connue, c'est la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, etc., où il y a tout à découvrir. À ce niveau-là, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce qu'on appelle les microtubules. Les microtubules, c'est le cytosquelette, on va dire, de la cellule. Et c'est dans ce cytosquelette qu'il y a beaucoup d'informations que les biologistes cherchent à décrypter. Et ici, même dans ce colloque, nous avons des collègues qui travaillent sur des modèles mathématiques pour décrire la dynamique des microtubules, pour essayer de décrypter des choses qui ne sont pas visibles par le biologiste. Donc il y a une collaboration très forte à ce niveau-là. Et donc ça peut avoir des applications en cancérologie, parce que les microtubules, c'est une cible pharmacologique importante. Il y a des médicaments qui détruisent les microtubules, ce qui permet de détruire la cellule cancéreuse de manière indirecte. Mais ces microtubules sont vraisemblablement impliqués de manière très forte dans des pathologies dont je viens de parler, à savoir les pathologies neurodégénératives. Donc comprendre comment ces microtubules agissent
sur la physiopathologie par exemple, ou peuvent agir, le modèle mathématique peut apporter beaucoup d'informations même là-dedans. Donc c'est pas limité à la cancérologie, je dirais, c'est énorme. On pourrait parler de la cardiologie aussi, puisque les électrocardiogrammes aujourd'hui, que tout le monde connaît, là, le petit diagramme, etc., peut être interprété de manière mathématique dans ce qu'on appelle, dans un autre espace, au niveau de, on appelle ça le diagramme fréquence, quoi, hein. Au lieu de regarder le diagramme, on fait une transformation mathématique, transformation de Fourier par exemple, ou en ondelette, et dans ces nouveaux traitements mathématiques, on a une vision de l'électrocardiogramme complètement différente, qui fournit des renseignements qu'on ne voit pas sur l'électrocardiogramme classique. Un infarctus, par exemple, peut ne pas être vu, même par un cardiologue expert, sur l'électrocardiogramme classique, et il serait mieux vu dans un autre espace, après transformation mathématique. Oui. Bon, je arrêterai les exemples. Je pense que tous les domaines de la médecine, à l'heure actuelle, ont recours à des mathématiques de plus en plus. Plus la communauté médicale est au courant de ce que peut apporter les mathématiques, plus il y a des collaborations qui se développent, et je pense qu'à terme, c'est l'ensemble de la médecine qui sera, je dirais, qui pourra bénéficier de cette discipline extraordinaire que sont les mathématiques. Voilà. Alors, tel que vous la voyez aujourd'hui, oui, c'est très très récent, parce que c'est tout à fait normal, encore qu'aujourd'hui, je pense qu'avec les moyens de communication que nous avons, les choses vont plus vite que par le passé. Mais on peut considérer que c'est très récent. Moi-même, j'ai débuté il y a une trentaine d'années. Il y a peu de gens qui travaillent dans le domaine. Quand j'ai débuté, très peu. Et on voit une croissance, je ne vais pas dire exponentielle, c'est un mot qui est un peu osé, mais une croissance très forte aujourd'hui, ne serait-ce que dans l'Hexagone, mais évidemment c'est international. Et je crois qu'une preuve significative de ce que je suis en train de dire, c'est la création d'une rubrique, une très célèbre revue en cancérologie, Cancer Research, une revue a priori médicale, qui a, depuis quelques années, peut-être 5 ou 6 ans, à peu près ce délai, qui a créé une rubrique Mathematical Oncology, c'est-à-dire une rubrique dédiée spécifiquement aux mathématiques utilisées en oncologie, donc qui est spécifiquement dédiée à ça. Donc une revue aussi prestigieuse que ça, qui consacre, on va dire, une partie à l'interaction entre mathématiques et oncologie, à mon sens, c'est significatif de l'importance qu'a pris ce domaine dans l'oncologie. Voilà. Donc, je pense que quand on regarde les publications, il y a très longtemps, des gens ont déjà publié, mais c'était vraiment très loin, c'était pas au niveau des applications, donc c'est passé un petit peu inaperçu. Et avec évidemment le développement de l'informatique, parce que, en particulier, puisqu'il y a des calculs assez complexes à faire, qu'on ne peut pas faire, comme on dit, avec un papier et un crayon. Plus l'informatique se développe, je pense, ça a été aussi ça a été un tremplin pour développer cette collaboration entre mathématiciens et médecins. Mais au-delà de ça, il y a aussi les moyens de communication qui se sont accrus. Et tout ça fait que aujourd'hui, effectivement, c'est en plein essor. Donc, si on prend ne serait-ce que la France, dans les écoles normales supérieures, qui sont des hauts lieux de la recherche scientifique en France, eh bien, il y a des équipes qui sont spécifiquement, on va dire, spécialisées dans on va dire, les mathématiques au service de la médecine, en particulier de l'oncologie. Voilà. Mais donc, c'est quelque chose quand même qui a débuté comme toute chose, c'était certainement imperceptible, il y a plus de 30 ans. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît plus visible. Alors, ce qu'il y a d'important à noter, parce que c'est souvent et c'est la question que vous posiez à juste titre, c'est les mathématiques au niveau de la biologie et les mathématiques au niveau de la clinique. Ça, c'est tout à fait récent, par contre. Parce que la clinique, c'est vraiment... C'est très vaste, l'application des mathématiques, comme je le disais tout à l'heure. Ça va à la fois de la compréhension des phénomènes, etc., jusqu'aux applications vraiment au lit du patient, comme on dit, pour parler concrètement. Ce qu'il y a vraiment de choses d'important à noter aujourd'hui, c'est que de plus en plus, mais ça c'est encore très restreint, hein, c'est que de plus en plus on voit quand même qu'il y a des mathématiques qui vont se développer pour rendre service directement en clinique, c'est-à-dire vraiment au bout de la chaîne, c'est-à-dire vraiment pour pouvoir être directement bénéficié aux patients.
c'est-à-dire dans les traitements, je dirais, au cas par cas. Et ça, c'est notable. Et ça, c'est le plus récent, à mon avis, et c'est ce qui va se développer de plus en plus. Comme dans les années 50, il n'y avait pas de physiciens des hôpitaux, hein, puisque la physique envahit les hôpitaux. Aujourd'hui, dans n'importe quel hôpital, il y a des physiciens d'hôpitaux, donc des gens qui font de la physique, sont des physiciens, sont recrutés dans les hôpitaux pour s'occuper de tout ce qui est physique médicale, hein, que ce soit les appareils radiologiques ou les traitements par... les traitements directement par rayon, quoi, hein, donc voilà. Donc on ne peut pas concevoir aujourd'hui qu'il n'y ait pas de physicien dans un hôpital, hein, ça fait partie intégrante de l'équipe médicale. Peut-être que dans les années à venir, il y aura des biomathématiciens pour aussi aider à concevoir les protocoles de manière plus ajustée pour chaque patient. Voilà. Donc effectivement, c'est une discipline qui, à mon avis, est en plein essor et qui ne s'arrêtera pas. Tout à fait, alors ça aussi c'est tout à fait. Il y a des cursus, alors on va peut-être pas dire mathématiques et médecine, mais mathématiques et biologie, etc. Et qui s'ouvrent de plus en plus. Et à la fois dans les universités, dans les filières mathématiques et dans les filières médicales. Aujourd'hui, de plus en plus on va dire, de petites passerelles, on va dire, où il y a des cours pluridisciplinaires, voilà, ou transdisciplinaires, je ne sais pas quel est le terme qui convient le mieux, peut-être transdisciplinaire c'est plus joli que pluridisciplinaire, parce que pluridisciplinaire, ça veut dire des disciplines à côté les unes des autres. Transdisciplinaire, on voit l'interconnexion entre les disciplines. Oui, et ça aussi, alors ça c'est tout à fait récent, donc ça part de manière timide, mais oui, il y a plusieurs universités qui proposent des parcours avec double formation, donc des mathématiques adaptées au futur traitement des données, et pour les gens qui viennent du milieu médical, eh bien, une compréhension de ce que c'est qu'un modèle mathématique. Les outils, on va dire, nécessaires pour pouvoir établir le dialogue entre les partenaires. Voilà. Oui, ça existe et c'est vraiment, ça aussi, c'est en plein essor. Il y a une demande des deux côtés. Ben, les défis, je crois qu'ils sont posés. Hein. Les défis, c'est... bon, ils sont multiples, mais en ce qui me concerne, je les résumerai simplement. Aujourd'hui, bon, hélas, on n'en a pas terminé avec le cancer. Je pense que longtemps, on a cru pouvoir trouver, entre guillemets, quand j'étais jeune, tout petit, on disait le remède contre le cancer, l'article définit le. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus une personne sérieuse qui pense trouver le remède. On voit bien que plus on avance, plus on progresse, et plus on voit qu'on a affaire à une maladie complexe, et que, sans être présomptueux, on ne pense pas qu'il y aura un remède pour le cancer, mais on va dire qu'une façon de juguler ce fléau, ça sera, s'attaquer à cette maladie terrible, ça sera de fédérer un ensemble de thérapies entre elles, hein, qui va de la radiothérapie, en passant par la chirurgie, j'en ai parlé tout à l'heure, donc de ces multiples chimiothérapies qui agissent soit sur le système immunitaire, soit sur certains récepteurs de la tumeur, soit qui la détruisent, etc. C'est de fédérer l'ensemble de ces thérapies disponibles pour arriver soit à éradiquer la maladie, soit faute de mieux, au moins de rendre la maladie chronique. Hein. Si on imagine aujourd'hui une pathologie incurable, une pathologie cancéreuse incurable, la plus connue c'est le pancréas à l'heure actuelle, eh bien, si une pathologie comme ça, on arrivait à la rendre chronique, ça serait déjà un pas extraordinaire, quitte à prendre un traitement comme quelqu'un qui a un problème cardiaque prend un traitement et vit tout à fait correctement. Si on arrivait à faire cela, ça serait déjà un progrès énorme pour la cancérologie. Et donc, un défi à relever, ce serait justement d'aider les médecins à concevoir, à fédérer donc, ces différentes thérapies disponibles de manière au moins à faire passer des personnes qui sont dans un état, on va dire, qui risquent de mourir, pour parler simplement, à un état chronique. Si on arrivait déjà à faire ça, que les mathématiques puissent faire ça, et on pense qu'on peut contribuer à faire accélérer les choses de ce point de vue-là, ça c'est un challenge qui me paraît tout à fait important.
j'avais travaillé un petit peu en cardiologie, puis je travaillais aussi en endocrinologie, puis on voyait qu'il y avait des problèmes en cancérologie à cette époque-là, en oncologie. Donc ça s'est fait assez naturellement de ce point de vue-là. Et puis après, c'était un long chemin. Et les collaborations avec des disciplines, que ce soit les médecins ou disciplines autres, c'est toujours compliqué, parce que voilà. Mais avec le temps, on finit par y arriver. Donc c'est un chemin très long. Aujourd'hui, c'est facilité, puisque c'est plus connu, c'est plus, on va dire, c'est plus médiatisé, etc. Mais à l'époque, c'était beaucoup, beaucoup plus compliqué, voire même impossible. Donc ça s'est fait petit à petit. Hein. C'est à force de communication dans des colloques, etc., de discussions, de séminaires, qu'on a fini par établir un dialogue. Et quand le dialogue est établi et que le courant passe, les personnes se rendent compte de l'intérêt qu'on peut avoir d'une collaboration avec une discipline aussi curieuse que les mathématiques pour l'ensemble des communs des mortels. Les mathématiques, c'est ce qui, je crois, qui intrigue le plus les gens. Et surtout, pour les médecins, ça leur paraissait peut-être un domaine plus étranger que la biologie ou la physique. Mais à force de discussions et de travail et de publications, et aussi, hélas, d'échecs dans la pathologie, on se rend compte peut-être qu'il y a des outils qui n'ont pas été exploités ou sous-exploités, et donc le temps joue pour nous, et ça finit par développer une collaboration, et une collaboration très importante que j'ai eue, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était avec mon ami le professeur Iliadis, qui dirige une partie du laboratoire de pharmacocinétique à Marseille. On a monté cette étude avec les cancérologues de Lyon Sud sur le cancer du sein métastatique, qui consistait à revoir par le modèle mathématique comment administrer deux produits de référence de manière à éviter les toxicités. Donc ça, c'était une collaboration, on va dire, majeure dans notre vie, quoi, et qui a été une réussite en plus, puisque le pari a été réussi, c'est-à-dire que parmi les patientes incluses, aucune a eu de toxicité hématologique, ce qui s'est traduit par une très très bonne efficacité du traitement. Voilà. Donc ça, c'est une collaboration, on va dire, clé. Évidemment, depuis, il y en a d'autres. Hein. À l'heure où je parle, il y a une étude sur le cancer du poumon, sur Marseille même, avec le professeur Barlési, qui a débuté, où c'est exactement la même idée, c'est d'administrer le produit, mais suivant les consignes du modèle mathématique, pour avoir une efficacité accrue. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui se développent de plus en plus. Et donc ça, c'est mes débuts. Et aujourd'hui, où j'en suis, évidemment, c'est que ça va dans le bon sens. Voilà. Il y a une prise de conscience, je pense, dans le milieu médical, de l'importance que pourrait avoir l'outil mathématique, qui ne se discute plus beaucoup. Voilà. Et donc, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de déconvenu, parce qu'après tout, on pourrait imaginer, c'est tout à fait possible d'ailleurs, que effectivement, ce serait que ce soit un coup d'épée dans l'eau, comme on dit. Et des fois par malchance, puisque une étude peut ne pas marcher, c'est pas pour autant que l'idée n'était pas bonne. Mais si vous avez de la malchance, et auquel cas, ça pourrait faire un retour en arrière rédhibitoire. Bon, jusqu'à maintenant, on n'a pas connu ça, c'est pas dit qu'on ne le connaisse pas. Donc au contraire, tout prouve que l'introduction justement de cette méthodologie, hein, cette approche nouvelle du traitement des patients, à chaque fois apporter un plus. Donc c'est pour ça que je dis que ça va dans le bon sens. Donc ça finit par se savoir, puisque c'est publié, etc. Et petit à petit, donc les choses vont dans le bon sens, comme je disais, à savoir que les gens sont plus demandeurs eux-mêmes, sont plus demandeurs vis-à-vis des mathématiciens de collaboration que le contraire. La mauvaise surprise, ça aurait été quelque chose, soit un échec total, et auquel cas on aurait dit non, mais ouais, c'est trop abstrait, trop loin de la réalité, ça ne sert à rien, c'est pas ce qui s'est produit. Et donc de plus en plus, plus les choses se savent, plus il y a des demandes dans différents domaines de l'oncologie, des demandes d'approches mathématiques pour essayer de répondre à telle ou telle question. Là, j'ai présenté avec le professeur Tayeb, donc, qui est spécialiste de médecine nucléaire. Par exemple, lui, il avait une question intéressante. C'était par exemple le traitement des cancers de la thyroïde métastatique. Voilà. Donc ces cancers de la thyroïde métastatique, la thyroïde c'est une petite glande qui est à la base du cou. Et quand il est métastatique, ça veut dire que le cancer n'est pas simplement à cet endroit-là, il est malheureusement disséminé, donc la maladie est plus grave. Et donc la question posée par cet oncologue, il y a un traitement qui marche bien, on enlève la thyroïde, puis ensuite on donne de l'iode 131, c'est un médicament, enfin,
Donc l'iode 131, c'est de l'iode radioactif. C'est donc une forme de médicament dans la mesure où l'iode va pénétrer dans la cellule thyroïdienne et la radioactivité va détruire la cellule cancéreuse, voilà, thyroïdienne cancéreuse. Donc c'est très bien, parce que c'est comme un traitement ciblé, on va dire. Donc on injecte l'iode 131 aux personnes. Donc l'iode va aller spécifiquement sur les cellules thyroïdiennes, y compris celles qui sont parties, puisqu'elles ont gardé la spécificité d'une cellule thyroïdienne. Et la radioactivité va faire son travail de destruction. Donc on arrive à soigner bien les gens comme ça, même ces traitements qui, des fois, sont sur 2 ans ou 3 ans, mais par introduction de cette iode 131, on arrive à guérir cette pathologie assez bien. Alors, néanmoins, il y a un petit problème, c'est que chez les patients qui sont jeunes, et il y en a beaucoup, souvent on donne plus d'iode 131 que ce qu'il faudrait. Et tout le monde le comprendra, l'iode 131 c'est quand même de la radioactivité qui est à la base de la destruction des cellules, et par là même il y a un effet sur l'environnement. Et donc la survenue de pathologies secondaires, de cancers secondaires par exemple, n'est pas négligeable. Ça veut dire qu'une personne qui a 13 ou 14 ans, qui est traitée par iode 131, si on donne beaucoup plus d'iode que ce qu'il aurait fallu, on n'est pas à l'abri que quelques années plus tard, à 20 ans ou à 25 ans, ils produisent un second cancer, mais cette fois dû au traitement. Voilà. Donc c'est une question qui est quand même très importante. Et voilà une question très simple, qui est formulée, mais qui est très importante. C'était pourrait-on arriver au même résultat, c'est-à-dire traiter convenablement ces pathologies avec le moins d'iode possible? Voilà une question. Oui. Des questions comme ça, il y en a plein. Eh bien, donc, nous avons construit une modélisation mathématique pour répondre à cette question. Et bon, on a trouvé un chemin, on pense qui convient, donc ça pourrait apporter beaucoup de choses importantes dans ce domaine-là. Oui. Donc, plus les oncologues sont au courant d'études de ce type-là, plus eux-mêmes sont à même de poser leurs propres questions qu'ils n'auraient pas osé poser ou ils n'auraient pas pensé à poser avant, voir si on peut apporter des réponses par les mathématiques dans ce domaine-là. Oui, l'objet de la rencontre, bien sûr, c'est justement alors là, c'est pour le coup d'essayer de j'aime bien le mot fédérer un petit peu toutes les forces vives qui travaillent autour de ce domaine-là, qui vont évidemment au niveau des mathématiciens, puisque aussi doivent se réunir et comparer leurs approches, etc. Mais aussi au niveau de nos collègues médecins qui travaillent donc en collaboration ou même ont des velléités à le faire, des biologistes, des informaticiens, donc c'est l'ensemble, des physiciens aussi d'ailleurs, voilà. Donc le but c'est de réunir ces personnes-là et de montrer un petit peu, bon, on va pas dire, personne n'est exhaustif, mais un panel assez large de ce qui est fait, des problèmes attaqués, des problèmes posés, de la manière d'attaquer les problèmes. Si on prend par exemple, ne serait-ce que dans l'évolution d'un cancer, il y a plusieurs hypothèses, on ne sait pas tout, loin de là. Et donc il y a des hypothèses qui naissent, il y a des hypothèses qui sont abandonnées, d'autres qui sont en cours. Et donc c'est de confronter ces points de vue et de voir comment l'outil mathématique intervient et peut apporter en fonction des différents points de vue, par exemple. Donc réunir ces personnes-là, c'est d'essayer de montrer de manière la plus étendue possible l'ensemble des travaux qui sont faits autour de l'oncologie, parce que là c'est carrément que de l'oncologie, ça va de l'imagerie médicale et donc jusqu'au traitement. À la fois de montrer ça aux mathématiciens qui sont dans le domaine, aux mathématiciens des jeunes qui ont envie de rentrer dans le domaine, aux médecins qui se posent des questions et qui ne savent pas, aux médecins qui déjà font, etc. Donc voilà, c'est de faire un petit peu l'état des lieux et de donner une vision un petit peu panoramique de ce qui se fait dans le domaine. Ça c'est un premier point. Et puis vous l'avez dit vous-même, de poser les questions qui nous paraissent les plus importantes à attaquer de manière ardue, quoi. Voilà, s'il y en a prépondérante par rapport à d'autres, enfin, c'est un choix, hein, on peut se tromper, mais voilà, c'est de faire ressortir les questions qui seraient intéressantes d'attaquer, qui sont soit où les résultats sont préliminaires, soit où il n'y a aucun résultat, on n'a pas encore attaqué, donc voilà, montrer des pistes nouvelles à investiguer, montrer les échecs qu'on a eu aussi, les difficultés, donc c'est vraiment faire l'état des lieux sur cette fameuse collaboration, on va dire mathématiques, biologie comprenant médecine, etc. Donc
c'est l'occasion de discuter, de partager nos difficultés, nos échecs, nos réussites et nos idées, voilà, en général. Donc c'est à la fois faire l'état des lieux, bien sûr, et repartir avec des futures collaborations aussi, y compris entre intermathématiques ou médecine mathématique, et de poser les défis qui nous paraissent les plus importants, au moins à aborder le plus rapidement possible, parce qu'ils pourraient avoir un impact, ne serait-ce que pour soigner des gens. Ah ben ici, je pense qu'à Aix-Marseille, on est très bien placé, puisque, comme je le disais, je pense que beaucoup de choses se sont passées au début ici. Hein. Pas du côté mathématique directement, puisque les mathématiciens n'étaient pas directement impliqués, comme aujourd'hui, je disais, il y a une trentaine d'années. Mais il y avait des gens très pertinents dans la pharmacocinétique. J'ai parlé du professeur Iliadis tout à l'heure, voilà, qui a fait énormément dans ce domaine-là, qui a publié énormément et qui a été innovant dans ce domaine-là. Donc je pense que Marseille a un rôle privilégié dans ce développement-là. Et il garde historiquement ce rôle privilégié. Et ce qui me rend heureux, c'est que c'est allé aussi dans le bon sens, puisque les mathématiciens, petit à petit, sont venus vers ce domaine-là. Donc Florence Hubert, qui est à l'origine de ce colloque, d'ailleurs, qui est ici, Assia Ben Abdallah, etc., qui sont venus renforcer, elles sont rentrées plus récemment dans ce domaine-là, mais qui vraiment sont maintenant des gens de plein pied dans le domaine, et très actifs, reconnus, etc. Donc on peut dire que le pôle marseillais a un rôle assez privilégié dans le domaine, quoi.